Bonjour à tous, bienvenue sur ce live. Je suis très content de pouvoir passer ces 2 heures avec vous. Vous êtes près de 400, même plus de 400 à vous être inscrits ce matin à cette présentation. Alors c'est un long travail réalisé par une grosse partie de l'équipe de l'ECO que je tiens d'abord à remercier. Vous allez voir plusieurs d'entre eux à tour de rôle présenter certains points marquants des résultats de cette étude. Nous allons passer la première heure pour décrypter finalement tout ce qui a changé dans l'univers de la transformation interne des entreprises avec la crise sanitaire. Et puis ensuite, nous allons prendre le temps de discuter avec des experts en matière de management visuel, un des sujets clés pour le travail, pour aller vers le travail en mode hybride. Et puis on va également prendre le temps de s'intéresser au juste impact humain lié au travail en mode hybride, le travail à distance mixte avec le travail en bureau. Je reviendrai tout à l'heure sur la présentation des tables rondes. Pour vous situer un peu dans quel contexte nous réalisons cette étude, c'est une étude qui a démarré cet été, dont les résultats s'appuient sur notre propre expérience, l'analyse que l'on fait des situations chez nos clients, d'une enquête qu'on a réalisée avec l'Institut de sondage YouGov sur un panel représentatif de 1007 personnes qui travaillent dans des entreprises de plus de 500 personnes, de 500 salariés. Et puis, chaque année, on enrichit également nos résultats et notre étude avec les métriques, des analytics, des environnements de travail des clients avec lesquels on travaille. Donc, c'est l'ensemble de ces éléments-là qui nourrissent les éléments marquants de cette étude. Alors, juste un mot sur l'ECO. Notre mission, c'est d'aider les personnes, les femmes et les hommes dans les organisations qui ont la lourde tâche de faire bouger les lignes. On sait que c'est un sujet à la fois qui est épanouissant, mais qui est loin d'être évident lorsqu'on doit faire face à l'inertie culturelle de son organisation. Et on travaille à développer des méthodologies très pragmatiques, outillées, pour aider ces porteurs d'initiatives à faire preuve de leadership et arriver à mobiliser, à fédérer leurs collègues autour de l'idée de travailler différemment. On leur donne des outils finalement pour que ça se passe mieux de manière plus fluide. Les data deviennent, et vous le verrez tout au long de cette présentation, également un élément nouveau, enfin pas nouveau, mais qui prend de plus en plus de poids aujourd'hui dans les approches d'accompagnement. On va en parler tout à l'heure, comment est-ce qu'on peut faire évoluer les approches d'accompagnement avec le changement de situation que l'on a vécu en 2020. Alors pour commencer, on va faire un petit retour quand même sur ce qui s'est passé en 2020. 2020, ça a été une année perturbée, c'est le moins qu'on puisse dire, avec cette crise sanitaire qui a amené finalement les grandes organisations à devoir se réadapter très vite. Souvenez-vous, mi-mars 2020, en quelques jours, comment arriver à faire continuer l'activité de l'organisation alors que tout le monde est chez soi. Donc l'entreprise s'est vue imposer un mode de travail qu'on dit distribué, puisque chacun était chez soi. Par-dessus ça, les usages, la consommation des services et des produits a énormément évolué, alors de par la crise en soi, mais même ça a été l'occasion aussi d'accélérer un certain nombre de changements. Il y a certains secteurs d'activité qui ont dû s'adapter à ce mode à distance. Donc il y a un changement également dans la manière d'opérer et de proposer son offre de services, voire aujourd'hui des secteurs d'activité qui sont amenés à se repositionner sur les années pour reconstruire finalement une activité peut-être sur des bases différentes de celles sur lesquelles ils étaient avant la crise. Et puis le dernier élément aussi qu'il faut qu'on prend en compte de plus en plus, c'est un élément plus sociétal, c'est l'enjeu environnemental ou les enjeux environnementaux qui aujourd'hui bien sûr sont également pris en compte par les entreprises, et on en parle aujourd'hui plus particulièrement parce que le digital aujourd'hui commence à être pointé du doigt en quelque sorte. On se rend compte que le digital a d'abord permis d'avoir des pratiques moins impactantes sur l'environnement,
limitation de déplacement, moins de production de papier par exemple. Mais aujourd'hui, on voit que nos usages ont tellement augmenté qu'on a un véritable effet rebond. Et le numérique, qui représente 2% des impacts carbone, des émissions de carbone en France, va représenter 5,6% dans les années 2040, nous dit l'ADEME, ce qui va représenter plus que la part du trafic aérien, du transport aérien. Donc aujourd'hui, c'est également un élément qui vient impacter finalement la transformation des organisations. Alors ces outils collaboratifs, forcés de travailler à distance, comment est-ce que les entreprises, les grandes organisations, enfin les organisations de plus de 500 personnes, hein, ont réagi? Alors la première chose qui est à noter, on était déjà dans une situation où l'email était archi-dominant dans les outils de communication et de collaboration. Ça n'a pas vraiment changé. Ça a un petit peu baissé par rapport à la même enquête que nous avions réalisée il y a 2 ans. On est passé de 84% à 71%. Et je m'excuse, je me rends compte que je parle de la mauvaise diapositive. Mais je vais revenir dessus dans un instant. Donc le premier point, plutôt, c'était que près de 69% des collaborateurs ont perçu un changement dans leur pratique au niveau de leur équipe. Et ce qui est intéressant, c'est que parmi ces 69%, plus de la moitié, 41% d'entre eux, 41% du tout, a perçu un changement plutôt positif. Mais un tiers du panel a perçu un changement plutôt négatif. Donc on voit ce clivage lors de cette accélération de changement, un clivage qu'il y a entre ceux qui sont capables de s'adapter et ceux qui sont finalement un peu dans une impasse. Ce n'est pas d'ailleurs eux seuls, hein, c'est leur équipe et leur entreprise qui se retrouvent finalement dans une situation encore plus inconfortable qu'ils ne l'étaient avant la crise sanitaire. Alors ce que je disais à l'instant, c'est qu'au niveau des outils de communication et de collaboration, le mail reste l'outil de collaboration principal. Pour 71% des répondants, c'est un des 3 principaux outils de collaboration. Donc ça n'a pas vraiment changé la hiérarchie des choses. Ce qui a changé, vous l'avez vécu, c'est la visio. La visio s'est réellement démocratisée à l'occasion de cette crise sanitaire et rentre dans le top 3 des outils de travail les plus utilisés. Et le dernier de ce trio, ce n'est pas un outil porté par l'entreprise, c'est WhatsApp. WhatsApp, aussi bien auprès des utilisateurs terrain que des managers, ou même des top managers, déclarent utiliser WhatsApp dans le cadre de leur travail au quotidien. Et on voit derrière, mais toujours en bonne place, hein, les espaces collaboratifs qui réunissent aussi bien les messageries d'équipe, les réseaux sociaux d'entreprise ou les espaces documentaires partagés. Et en dernière position, la Digital Workplace, sur lequel on essaye bien sûr de travailler pour arriver à offrir un environnement de travail plus organisé, plus structuré aux collaborateurs, mais qui est juste derrière les espaces collaboratifs. Donc aujourd'hui, le flux de travail, ça reste l'email, la visio et WhatsApp. Deuxième élément qui ressort, c'est que même si on multiplie les outils et on est passé à la visio et on a de nouvelles plateformes de collaboration, les usages, les interactions continuent de croître et cette croissance est vraiment soutenue, puisque là, je vous prends un exemple qui est non représentatif, mais d'une entreprise cliente. C'est une entreprise qui fait plus de 10 000 personnes dans un secteur industriel. Sur 2019 et 2020, vous voyez le nombre d'emails envoyés par les collaborateurs de cette entreprise. On a un doublement. Hein. On voit les petits creux qui correspondent à des baisses d'activité liées au congé. Mais on voit également le premier confinement où on a un surcroît de mails. On reviendra dessus tout à l'heure. La crise, le fait de devoir se réorganiser, a multiplié également les échanges et c'est ce que traduit également ce graphique. Alors on a peu parlé des réseaux sociaux d'entreprise en 2020 dans la presse spécialisée. Pour autant, ils ont bien fonctionné. En tout cas, les métriques le montrent, ce qui n'est pas très étonnant, hein, parce que le réseau social, c'est l'outil idéal pour garder le contact avec ses pairs, s'entraider, faire circuler de l'information par d'autres biais que par le canal managérial. Et on voit bien sur cet exemple aussi que les réseaux sociaux d'entreprise continuent globalement de croître en termes d'engagement, c'est-à-dire nombre de contributions, de messages postés, de discussions et nombre d'acteurs impliqués sur le réseau social. À l'inverse, on a beaucoup parlé de Teams, donc qui est l'outil qui domine le marché en matière de visioconférence dans les grandes entreprises. Mais Teams, on l'a vu en décembre lorsqu'on a fait une présentation, une analyse de cet environnement de travail, c'est à la fois de la visio et des espaces d'équipe. Les espaces d'équipe comme le sont Slack, TalkSpirit, Waller, Jalios.
la partie espace d'équipe n'est pas utilisée comme elle devrait. On voit sur ce graphique qu'on a pris une équipe, on l'a fait sur plein d'équipes, mais là c'est un exemple, sur une équipe, et on a regardé le nombre d'échanges exclusivement entre ces personnes, entre les membres de cette équipe, par mail et dans les différentes Teams dans lesquelles ils pouvaient intervenir. Et on voit en rouge les échanges mail et en bleu les échanges Teams. On voit encore que les Teams, ces espaces d'équipe, ces messagers d'équipe sont principalement utilisés pour partager de l'information froide et pas pour converser librement. Ça reste encore l'email, voire WhatsApp, qui peuvent être le canal principal. Ce qu'on a également constaté, c'est que les réunions étaient le catalyseur soit des limites, soit des progrès en matière de collaboration dans les équipes. Des limites, on le voit, ceux qui ont trouvé que les changements étaient plutôt négatifs, c'est tout simplement ceux qui n'ont pas pu, au sein de leur organisation, adapter leur pratique de travail en réunion. Et ils se sont vus enchaîner les visios les unes derrière les autres, des visios qui prennent du retard, l'obligation de quitter une réunion avant qu'elle ait pu être conclue, pas avoir le temps de respirer entre deux réunions, et ainsi de suite, ce sentiment que les réunions finalement étaient de moins en moins efficaces, voire de moins en moins utiles, avec un nombre incalculable de personnes dans la réunion. La réunion finalement, c'est pas un sujet nouveau, mais révèle à distance finalement à quel point il y a une nécessité de repenser la façon dont on échange en synchrone au sein des équipes. Et donc ces réunions, si on s'intéresse un peu de manière un peu plus factuelle à qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, je vous prends un exemple, une équipe en recherche et développement, ils sont 14. Sur le dernier trimestre, vous voyez le nombre de réunions dans lesquelles des mails ont été envoyés. Donc tout à gauche, aucun mail envoyé par ces participants. Et puis tout à droite, plus de 10 mails envoyés durant la réunion. Donc on voit qu'il y a une majorité de réunions durant lesquelles les participants envoient des mails. C'est un symptôme, ce manque d'assiduité, en fait, de la problématique des réunions. On le voit également sur la cartographie à droite, où chaque bulle est un utilisateur avec le disque qui représente le nombre d'emails envoyés durant les réunions. Alors il ne faut pas résumer finalement, il ne faut pas faire de moyenne dans le domaine sur ces métriques. On voit que c'est très hétérogène et qu'on a quelques utilisateurs clés qui sont finalement une sorte de goulot d'étranglement en matière de collaboration synchrone au sein des réunions. On voit également que les temps de réunion sont très significatifs dans les journées de travail. Si on prend sur un trimestre, ça frôle le mi-temps. Mi-temps, on a passé la moitié de son temps en moyenne en réunion. Donc ça veut dire qu'il ne reste que le reste du temps pour préparer les réunions et travailler sur les sujets pour lesquels on se réunit. Ce qu'on voit également, c'est qu'avec le travail à distance, le nombre de réunions jointives a augmenté. Enfin, ça, c'est un effet de bord finalement des visios. On n'a plus besoin de prévoir de temps de déplacement pour aller d'une salle à une autre, et on enchaîne. Et on voit à gauche, sur le graphique, un nombre important de réunions pour lesquelles les gens enchaînent sans temps de respiration. C'est aussi lié probablement au fait que quand on cale les réunions, on les cale toujours à l'heure pile, et puis on les fait terminer 1 heure plus tard. Le dernier enseignement cette enquête a plus porté sur les ressentis, la manière dont les collaborateurs chez eux ont dû faire face à cette adaptation. Ce qui en ressort, c'est peut-être pas très étonnant, mais c'est que 54% d'entre eux ont eu à faire plus d'efforts pour travailler à distance qu'ils ne faisaient, qu'à l'habitude. Et cet effort, il est réparti finalement de manière assez équilibrée. Il n'y a pas un point qui ressort plus que l'autre, vraiment. Mais en tout cas, on va quand même noter que le fait d'être bien installé chez soi, alors on peut penser comme c'était lié au côté brutal de ce passage en télétravail, et que les choses peuvent s'améliorer, mais en tout cas c'est un point important qui a été soulevé. Le fait aussi de gérer son temps. Finalement, on perd les repères dans le sens où le travail ne débarque pas le moment où on arrive dans les locaux et le moment où on part le soir. On est continuellement connecté. Cette problématique de la déconnexion était déjà antérieure à la crise, mais là elle s'est aggravée durant les phases de travail à distance. Et puis, globalement, les liens avec ses collègues ne sont pas de la même nature lorsqu'on est à distance durablement. Ce qu'on a vu également, et on l'a mesuré, c'est durant le premier confinement, plutôt un allongement des plages de travail, c'est-à-dire le moment où les gens commencent à travailler
dans leur environnement de travail, envoyer des mails, être en réunion. Ils démarrent un peu plus tôt le matin et ils commencent un peu plus tard le soir. Alors c'est aussi parfois pour s'organiser, et ça ne veut pas dire que durant la journée, il n'y a pas eu des pauses qu'ils ne faisaient pas lorsqu'ils étaient au bureau, mais disons on voit bien aussi ce changement dans la gestion de son temps lorsqu'on est en télétravail, et c'est une notion qui doit être prise en compte aujourd'hui lorsqu'on prépare les entreprises à être en mode hybride de manière durable. Donc face à tous ces changements, on s'est posé la question, comment est-ce que le digital, finalement, apporte des réponses aux entreprises? Ce qu'on a vu, pour résumer, c'est... Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que les entreprises ont besoin de collaborer de plus en plus. Ça veut dire chacun est en contact avec de plus en plus de personnes sur des activités nouvelles. Nos processus sont amenés à changer. Et 2020 a été flagrant. Tout un tas de processus ont dû être chantés parce que pas le temps ou parce que plus adaptés au contexte que l'on vivait avec la crise sanitaire. Et tout ça a engendré un surcroît d'emails. Un surcroît d'emails qui était déjà à un niveau très élevé. Alors, le digital nous permet aujourd'hui, ces nouveaux outils, notamment les messageries d'équipe, d'organiser les conversations de manière à gagner en lisibilité et moins se prendre les pieds dans le tapis. Donc, c'est organiser, c'est converser autour des documents plutôt que dans la boîte mail et des pièces jointes. C'est converser autour de tâches plutôt que dans la boîte mail. C'est converser autour d'objets dans son processus, une facture, un ticket, etc. Et puis, c'est aussi la possibilité, comme les processus soutenus par des applications métiers finalement sont amenés à évoluer peut-être plus vite que ne peuvent les applications métiers, c'est compléter ces supports à ces évolutions de processus par des applications qu'on peut développer assez rapidement dans l'environnement de travail avec les technologies low-code qui sont en train de se démocratiser dans les entreprises. Mais ça peut être aussi la possibilité, ne serait-ce, de représenter son processus dans un flux Kanban. On va y revenir en parlant de management visuel tout à l'heure. Donc on peut structurer sa collaboration autour des processus pour y voir plus clair. On peut également faire face finalement à la complexité croissante. La crise nous a montré qu'on a dû finalement se réadapter et s'organiser, donc communiquer et et ça a engendré des réunions supplémentaires. On voit aussi un phénomène dans les entreprises, c'est pour capter l'attention de ses collègues, eh ben, on en vient à leur bloquer un créneau dans leur agenda et à créer une réunion, tout simplement pour leur transmettre une information, pour avoir leur retour, parce que par mail, ça ne fonctionne plus, ou parce que par d'autres canaux, ça ne fonctionne plus. Donc, mobiliser l'attention de ses collègues, c'est aussi lié au fait qu'on ait de plus en plus d'activités transversales. Mais il y a d'autres manières de fonctionner que d'organiser des réunions pour ça. Et bien sûr, c'est dont on va parler tout à l'heure, arriver à rendre visible le flux d'activité pour que lorsque chacun arrive en réunion ait déjà une parfaite connaissance de ce qui a avancé autour de soi et qu'on puisse bien identifier les points sur lesquels on doit discuter en synchrone, en face à face, on gagne du temps. Et puis de ne pas inviter des gens juste pour les informer. Ils peuvent aller chercher l'information sur un espace ad hoc. On peut également, du coup, recentrer, repenser le comment est-ce qu'on organise une réunion. Déjà son temps, sa durée, qui est-ce qu'on invite, comment est-ce qu'on l'anime. Et puis le dernier point, c'est ce besoin, bien sûr, d'apprendre face à ce contexte changeant. Et l'apprentissage via des formations ou via de la littérature n'est plus du tout adapté à cette évolution très très rapide des contextes. Donc le meilleur moyen d'apprendre, c'est apprendre sur le tas, mais de manière un peu organisée, avec des communautés de pratique. C'est ça l'intérêt de la mise en réseau de l'organisation. C'est pas nouveau, mais 2020 a été un bon exemple de l'intérêt de ces connexion, de cette capacité de chacun à s'entraider, à se mobiliser pour, par exemple, adapter un protocole sanitaire au contexte local de son lieu de travail. Donc les communautés transversales restent un moyen pour arriver à faire face à ces problématiques autour de la gestion des savoirs et des compétences. Donc le digital a des réponses. Pour autant, ça veut dire que chaque équipe peut se fixer des objectifs très simples, très factuels, très pragmatiques. Et il y en a 4 plus 1. Le premier, c'est au sein de son équipe, sortir du tout email pour communiquer, collaborer. Il y a d'autres outils pour ça et d'autres pratiques pour ça. Mieux maîtriser son temps de réunion, je ne vais pas revenir dessus.
Gagner en agilité en rendant visible le processus, l'activité sur lequel on travaille ensemble, avec des flux de Kanban. Ça, c'est la partie visible de l'iceberg. Il y a d'autres pratiques, d'autres bonnes pratiques dont on parlera tout à l'heure. Mais gagner en agilité en adoptant du management visuel est un moyen concret de faire progresser et de fluidifier son fonctionnement. Et puis, ce que je viens de dire à l'instant, la mise en réseau, donner la capacité à chaque collaborateur de se connecter avec ses pairs pour les mobiliser, les informer ou s'informer ou s'entraider. Et derrière tout ça, il y a un dernier levier, le levier environnemental. Ce qui est plutôt agréable, c'est qu'on va assez facilement arriver à conjuguer le fait de mieux travailler, plus sereinement, de travailler plus efficacement, et d'avoir une meilleure empreinte environnementale. Je prendrai juste un exemple, c'est le fait tout simplement de ne pas envoyer des documents, de ne pas construire des documents en envoyant des pièces jointes à l'ensemble des co-auteurs, mais plutôt à coéditer un document. C'est un seul fichier qui est hébergé, qui va avoir une seule, on va dire, unité de consommation électrique, et puis on peut discuter directement dedans. Alors, on a beaucoup ces dernières années, ce que je vous montre là, finalement, vous pouvez me dire, mais rien de véritablement neuf, et je vous dirais oui. On est plutôt dans une situation où on a accéléré la nécessité de changer. Moi, je pense que 2020, c'est ça avant tout. C'est une modernisation des équipements de travail, beaucoup de cloud, beaucoup de passages dans le cloud pour ceux qui n'y étaient pas déjà, et démocratisation de la visio. Ça, c'est de la modernisation. Et c'est l'obligation pour les entreprises et les équipes à questionner la façon dont on travaille. Mais 2020 n'a pas apporté de réponse magique à toutes les problématiques que je viens de souligner. Donc il y a quand même besoin d'accompagner ces équipes. La question, c'est comment est-ce qu'on les accompagne? Est-ce que promouvoir les bienfaits d'un outil et former les gens aux outils est la bonne solution? Clairement non. 2020 a été encore une belle expérimentation de à quel point les collaborateurs sont capables de se prendre en main, pour la très grande majorité d'entre eux, par exemple pour adopter la visio. Il n'y a pas eu besoin de faire des formations à l'ensemble des collaborateurs pour qu'ils utilisent la visio. Donc ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que cette modernisation a plutôt créé un effet rebond, a plutôt créé plus d'interactions, n'a pas vraiment changé en profondeur les modes de fonctionnement des équipes. L'email reste l'outil central de communication et de collaboration dans les équipes. On voit aussi que pour plus de la moitié des collaborateurs, il y a un effort accru pour s'adapter au travail à distance. Donc c'est sur ce plan-là qu'il faut agir en 2021. Et voilà, on va parler de ça, c'est comment arriver finalement à permettre aux équipes localement de se donner les moyens, d'avoir les moyens, de questionner ces pratiques et les faire évoluer. Une des manières qu'on a trouvées et qui nous semble être très pratico-pratique, c'est utiliser la data. Chaque équipe est en mesure de savoir où est-ce qu'elle en est en termes de nombre d'emails envoyés, en termes de balance entre mail, discussion dans le mail et discussion dans l'espace d'équipe, de voir l'évolution de son temps passé en réunion chaque semaine, de voir son niveau d'assiduité, de voir s'il y a de la respiration, des temps de respiration entre chaque réunion, de voir si les actions sont lisibles dans l'espace de travail, soit à travers un flux Kanban ou d'autres manières, et puis également de mesurer l'impact carbone de ces pratiques. Tout ça, aujourd'hui, est à la portée des équipes qui le souhaitent et nous donne la possibilité finalement à chaque équipe d'objectiver les situations, de se poser la question des irritants principaux que l'on souhaite régler, de trouver des solutions ensemble. Et puis, rien ne sert d'en discuter pendant des heures. Il suffit d'essayer de tester. Et puis, par itération rapide, une semaine, 15 jours, essayer de voir ce qui fonctionne bien, ce qui fonctionne moins bien, ce qu'on peut ajuster. Et puis, suivre cette manière de fonctionner, que ce ne soit pas juste un coup, une action ponctuelle, mais une action régulière, quelque chose qui vienne s'intégrer dans les routines de management de l'équipe pour arriver à faire progresser durablement ces pratiques. Ce qu'on peut faire également en matière d'accompagnement, c'est créer des dispositifs d'animation qui soient beaucoup plus engageants que simplement de la formation et de la promotion en utilisant la data. Et on a, par exemple, réalisé une application qui s'appelle Grit et qui permet aux équipes de mesurer l'impact carbone de leurs usages collaboratifs,
de voir comment est-ce qu'elles peuvent améliorer cet impact carbone, et puis de se challenger, équipe contre équipe, créer de l'émulation, et puis pour l'entreprise, arriver à valoriser tous les progrès qui sont réalisés. Donc c'est une manière plus engageante, et cette data, elle peut servir sur cette finalité première, mais elle peut servir à d'autres finalités de changement sous forme d'application. Le dernier point, je reviens sur finalement, on reviendra dessus tout à l'heure avec la table ronde sur l'impact humain. C'est la gestion des risques psychosociaux. Alors il y a eu un accord sur le télétravail fin novembre qui a bien rappelé la responsabilité de l'entreprise, y compris lorsque les collaborateurs sont chez eux. Sur les risques psychosociaux, sur le surmenage, sur la surcharge, notamment, et pas que. Quand on manage une équipe dans l'entreprise, on a des capteurs, on est capable de savoir s'il y a de la tension dans l'équipe, s'il y a une surcharge, s'il y a un pic d'activité, on voit à quelle heure arrivent ses collègues, à quelle heure ils repartent. On est capable de se questionner sur finalement le contexte dans lequel est l'équipe, même si on est le N+2 des opérationnels. Lorsque tout le monde travaille à distance, on ne voit plus ça. On ne voit plus. On ne voyait pas déjà tous les échanges qui avaient lieu en dehors des heures ouvrées et qui finissent par user les collaborateurs. Le fait de recevoir un mail à 22 heures parce que son collègue, qu'on aime bien, mais qui a préféré travailler après le dîner parce qu'il avait autre chose à faire avant le dîner, eh ben, il vient nous ramener des questions de travail à un moment où on a envie de se détendre. Ce n'est pas agréable, et surtout lorsque c'est récurrent. Donc on est en mesure aujourd'hui d'aider les entreprises à prendre conscience et à mesurer, à objectiver ces situations à la fois d'évolution, de fluctuation de charges, et puis également de quantifier les échanges qui sont en dehors des plages ouvrées sans être dans le suivi individualisé, loin de là, on fait ça à l'échelle de l'équipe. Et puis ce sont des indicateurs qui sont à discuter avec l'équipe, comment est-ce qu'on évalue la charge de travail et comment est-ce qu'on définit cette plage de travail normale de fonctionnement au sein de l'entreprise en fonction de l'activité. Tout ça est mesurable et peut amener finalement du coup à questionner les équipes pour savoir comment est-ce qu'on peut arriver finalement à gérer ce qui peut occasionner du stress chez ses collègues. Alors, on va parler maintenant de la Digital Workplace. Tout à l'heure, on mettait en avant la nécessité la complexité d'arriver à collaborer dans ce contexte-là. La Digital Workplace a pour rôle d'organiser un peu tous ces flux de collaboration, ce flux de travail. On va voir avec Bastien, qui va nous rejoindre, comment est-ce que ce sujet a évolué en 2020. Merci Arnaud. Bonjour à tous. Alors, je me présente, je m'appelle Bastien Lelanne, je suis directeur associé chez Leco. Et ça fait désormais une dizaine d'années que je travaille autour du travailler autrement et des usages autour de la Digital Workplace. Alors avant qu'on parle du marché qu'on analyse, pour ceux qui suivent nos travaux depuis quelques années, vous savez qu'on a une méthodologie et un regard assez pointu sur ce marché. J'aimerais qu'on prenne un peu de hauteur. Pourquoi ? Parce que quelque part, la Digital Workplace, aujourd'hui, je pense que c'est un mot valise sur lequel on a tous des idées, tous des concepts en tête. Ce n'est pas un concept qui est nouveau. Avant, on parlait de portail collaboratif. On a parlé aussi à un moment donné d'offres de services collaboratives. Maintenant, on reparle de Digital Workplace. Je pense qu'aujourd'hui, derrière ce mot valise, il y a une notion d'équiper tous les collaborateurs pour qu'ils puissent accéder à leur information en temps réel, que ça ait une vraie utilité dans leur travail au quotidien, que ce soit aussi un levier de performance et de productivité, on va dire. Donc voilà, c'est un peu tout ça la Digital Workplace. Et aujourd'hui, moi, je suis convaincu que les outils, ils existent, ils sont en place, mais on peut avoir plusieurs problèmes qui ne sont pas liés à ce que les éditeurs peuvent sortir comme logiciel et proposer comme fonctionnalité ou pas. C'est avant tout une question de culture, de vision, mais aussi de positionnement et d'ambition qu'on peut traiter à la Digital Workplace. Alors, je vais vous partager 3 convictions qu'on a avant de traiter l'analyse du marché. D'abord, la finalité, c'est de travailler autrement et de sortir du tout email. Comme je vous disais, la technologie est là, mais ça peut prendre quelques années avant de vraiment adopter des pratiques vertueuses et d'abandonner cet email dans lequel nous sommes englués.
Je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, on sort notre 13e état de l'art de la transformation interne. Ça fait 10 ans que je travaille sur ce sujet-là avec l'équipe L'Eco. Il y a quelques années, comment on fonctionnait pour construire cet état de l'art? Beaucoup en échangeant par email, en rédigeant nos parties dans un PowerPoint dédié, qu'on s'envoyait ensuite par email interposé. Quelqu'un était chargé de concaténer l'étude, puis de la publier. Il n'y avait pas vraiment de collaboration. Même chose, j'ai retrouvé un email où on coordonnait l'événement, donc l'équivalent de ce qu'on est en train de faire maintenant, mais il y a 7-8 ans. C'était une chaîne de mails dans laquelle on coloriait finalement les bullet points qui avaient été traités, des tâches qui avaient été traitées ou les tâches qui restaient à faire. Donc ce que je suis en train de vous dire là, c'est que la technologie est là. Maintenant, place à nous, place à l'entreprise, place aux collaborateurs pour abandonner ces usages déviants de l'email. Et donc, par exemple, réduire l'email à juste l'envoi de messages aux externes ou l'envoi de documents aux externes. Réduire, voire même complètement abandonner les usages de partage documentaire, notamment au sein de son équipe, ce dont Arnaud parlait, et puis aller vers des plateformes un peu plus agiles, des outils de flux de Kanban, pour éviter de s'envoyer des emails à la chaîne pour se coordonner autour des actions simples. Voilà. Aujourd'hui, mon retour d'expérience, c'est que l'étude qu'on vous propose ici, je pense qu'on s'est envoyé un mail, c'était au début pour partager le document unique dans lequel les 6-7 personnes ont collaboré dans un seul et même document avec le suivi de commentaires et de tâches. Première conviction, je trouve qu'on devrait réconcilier la digital workplace avec le flux de travail. On a aujourd'hui un environnement qui tape à côté. C'est-à-dire que quand on parle de portail intranet nouvelle génération ou ce genre de plateformes qui ont vraiment une bonne ambition et qui souvent sont bien matérialisées et ont une vraie utilité, pour autant, on reste à côté du flux de travail. Comme Arnaud l'a démontré, c'est l'enquête qu'on a menée avec YouGov, on reste englué dans cet email. L'email reste l'outil principal pour collaborer. Et donc le flux de travail, il est dans notre email si on est personnel de bureau, ou il est, si je vulgarise, dans des boucles WhatsApp, si on est amené à intervenir sur le terrain et à devoir échanger avec son manager pour se coordonner. Donc aujourd'hui, la réalité, c'est ça. Le flux de travail, il est ailleurs que dans les digital workplaces qu'on a l'habitude de voir dans les différentes entreprises. Donc la question à se poser, c'est maintenant que nous avons cette technologie, réfléchissons à là où nous voulons agir. Est-ce qu'on veut se rapprocher du flux de travail et intégrer la digital workplace dans le flux de travail, donc transformer finalement les emails qu'on a l'habitude de traiter par ordre chronologique en des choses un peu plus avancées pour gérer des tâches, pour commenter autour du document, pour accéder à son information de référence. Ça, c'est un peu la stratégie de Google qui fait de Gmail sa digital workplace. Ou est-ce qu'on veut repartir de notre flux de travail, soit une articulation ou une collaboration autour du processus, pour aller le transposer dans la digital workplace. C'est l'approche que Slack illustre, ils le font très bien aujourd'hui. On cale son processus dans des canaux de conversation, on l'articule avec des intégrations avec des applications métiers externes et on a une vraie valeur créée autour de ce processus. Donc ça, c'est la première conviction. Et aujourd'hui, même si la techno est là, l'entreprise doit statuer sur là où elle veut agir et ce qu'elle veut vraiment proposer à ses collaborateurs. La conviction numéro 2, c'est que tout ce dont je suis en train de parler ici, on le voit bien, les projets Digital Workplace sont souvent menés par des entités en particulier dans l'organisation. Il y a le cas des équipes digitales transverses et pluridisciplinaires, mais c'est assez marginal. Souvent, c'est soit l'IT qui est propriétaire du sujet, soit la communication qui porte le sujet à un moment donné. Et ça donne une teinte, évidemment, à votre digital workplace. Alors, je ne suis pas en train de tirer à boulet rouge sur l'un ou sur l'autre, mais c'est juste que si je reprends mon exemple de tout à l'heure, qui est que la digital workplace est un peu à côté du flux de travail, eh ben, ça, c'est illustré aussi par ceux qui portent cette démarche-là. Si je caricature, la DSI va vouloir sortir des outils performants, assez proches de votre environnement de travail numérique socle, pour pouvoir avoir une fiabilité dans le partage de mails, pour avoir des outils de visio qui plantent jamais. Et le travail va être considéré comme terminé une fois qu'on aura déployé ces outils-là. À l'inverse, des communicants qui veulent porter une nouvelle approche de la digital workplace vont plutôt avoir un angle portail contextualisé avec de l'information profilée en fonction de votre position hiérarchique, en fonction de votre métier dans l'entreprise. Voilà. Mais ça ne veut pas dire, ni dans l'un, ni dans un cas, ni dans l'autre cas, qu'on va avoir une digital workplace qui soit vraiment au service du flux de travail quotidien des utilisateurs. Le personnel de terrain, c'est ce que vous voyez illustré ici, il va faire sa vie ailleurs. Il va faire sa vie dans les boucles WhatsApp, il va faire sa vie en utilisant d'autres plateformes du Shadow IT. Et donc, quelque part, je pense
on devrait un peu plus s'aligner autour d'une vraie vision Digital Workplace qui soit un peu plus reliée avec le flux de travail au quotidien. La bonne nouvelle, c'est que ta technologie est là et Grégoire va vous en parler tout à l'heure. Troisième conviction, un peu dans la lignée de ce que je viens de dire, on a aujourd'hui un besoin d'être inclusif dans notre manière de proposer des technologies et des usages. On l'a bien vu, il y a certains éditeurs qui ont énormément progressé sur le sujet. On a aujourd'hui des acteurs comme Loomaps, comme Workplace by Facebook, qui proposent des approches pour embarquer les personnels de terrain, ces fameux frontline workers, mais on est encore au début de l'aventure. Pourquoi? Parce qu'on est encore dans une dynamique où c'est l'organisation centrale qui essaye de mettre en place un environnement et de définir un peu comment le personnel de terrain doit travailler. Et ça, c'est un problème. Donc aujourd'hui, plus que rechallenger la technologie, je pense que c'est l'approche qu'on devrait changer, avoir une approche un peu plus apprenante, tirer les enseignements de cette situation, comprendre pourquoi ce qu'on met en place comme environnement de travail numérique est utilisé par une partie de la population, boudé par l'autre, comprendre ce dont les personnes de terrain ont besoin et faire du design de service quasiment avec elles. C'est ce que des entreprises comme la SNCF ou la Poste tentent de faire avec des environnements low-code ou no-code type Power Platform de Microsoft. Voilà. Aujourd'hui, on a les moyens techniquement d'aller vers cette approche-là. C'est vraiment une histoire d'offre de service et de culture autour du design de service qui, pour moi, est important de souligner ici. Si je résume, 3 convictions. La finalité, évidemment, c'est soutenir le travail autrement. Je pense que ça, on est tous d'accord. Conviction 1, on réconcilie la Digital Workplace avec le flux de travail et on prend des décisions sur là où on doit agir. Deuxième conviction, on coordonne, on s'aligne sur une même vision de la Digital Workplace alignée avec le flux de travail. Et 3, on va plus dans une démarche d'apprentissage auprès des populations de terrain pour aller vers une démarche de design de service avec ces populations-là. On a un marché qui est extrêmement riche cette année, qui a beaucoup progressé sur tout ce dont je suis en train de parler. Et j'invite Grégoire à venir nous partager ses enseignements. Merci Bastien. Et bonjour à tous. Donc effectivement, je suis Grégoire Lerouge, je suis consultant analyste chez l'ECO depuis maintenant un peu plus de 2 ans. Et donc je vais vous présenter justement notre analyse du marché pour cette année. Alors déjà en quelques chiffres, cette année, ça a été une quinzaine de consultants qui ont été impliqués, on va dire, dans cette étude pour les rencontres avec les éditeurs, pour comprendre leur roadmap et leur stratégie, pour tester leurs solutions aussi et noter sur une grille d'analyse assez complète. Et cette année, c'est un peu particulier parce que d'habitude, on compte le nombre de cafés qu'on partage. Cette année, on a aussi compté nos heures de visio qu'on a pu organiser pour se partager de l'information et produire le contenu. Ce contenu, vous le retrouvez via cette première matrice, mais aussi dans l'étude, vous allez le retrouver dans des fiches détaillées par solution, suivant leurs forces et leurs faiblesses. Cette première matrice, elle nous donne, en l'occurrence, le positionnement des outils suivant leur objectif, donc que ce soit la transversalité, la productivité ou le processus, mais aussi suivant leur nature. Ça, en fait, pour les matheux parmi vous, c'est un calcul de barycentre. Donc les solutions généralistes vont se retrouver plutôt au centre de la matrice. Les solutions spécialistes, qui ne couvrent qu'un nombre d'usages limité, mais de manière poussée, vont se retrouver sur les extrémités. Pour un premier point, sur la transversalité, on va retrouver tous les outils qui vont chercher à pousser la communication d'entreprise et à désiloter leurs clients. Donc on va retrouver évidemment les réseaux sociaux d'entreprise, dont Workplace by Facebook, qui est le leader sur le marché, notamment avec sa capacité à connecter toute l'entreprise, dont les frontline workers. Et on retrouve aussi quelques spécialistes qui sont là depuis plusieurs années et qui finalement sont assez rares, puisque ce segment se raréfie. Donc on va retrouver par exemple Helium, qui se spécialise sur la gestion de connaissances. On va retrouver Sociable sur l'employé advocacy, ou Lively, qui est plutôt spécialisé sur la communication interne. Autre segment qui est assez peu riche, c'est le segment des processus, où on retrouve les outils qui cherchent à faire changer les méthodes de travail pour les équipes. Donc on va retrouver par exemple Slack, qui avec sa capacité à s'articuler avec tous les flux de communication et de travail des équipes, peut pousser ce genre d'interrogation. Mais comme leur cible est essentiellement des publics assez matures, qui ont vocation à changer profondément leur manière de fonctionner, on a peu d'acteurs. On peut noter quand même cette année Busy qui est dans ce segment, notamment parce que c'est une des seules surcouches qui a
une vision, on va dire, aboutie sur le sujet et qui propose un système de cartes conversationnelles pour interagir directement avec les outils métiers. Dernier segment, c'est le segment de la productivité. Vous voyez, c'est le segment le plus dense. C'est là où on va retrouver tous les outils qui cherchent directement, quasiment, à outiller le travail pour les équipes. Par exemple, les spécialistes dans ce segment, ça va être Dropbox pour la gestion documentaire ou Evernote pour la gestion et le partage de notes en équipe. Alors, ce qu'on peut noter d'un point de vue plus général, c'est que finalement, c'est ce segment-là en 2020 qui a été moteur, notamment à cause sûrement de la crise sanitaire et du télétravail qui a été généralisé, et donc un besoin d'outiller les équipes qui se sont retrouvées quasiment du jour au lendemain à distance. Et donc, les outils généralistes à la base ont eu tendance à développer des fonctionnalités de productivité. On peut par exemple parler de Waller ou de TalkSpirit qui, comme d'autres, hein, c'est vraiment pour ne citer qu'eux, ont maintenant intégré OnlyOffice, qui intègrent Jitsi ou qui ont poussé leurs intégrations de visioconférence plus loin. Et on a à peu près la même tendance sur les surcouches qui avaient auparavant tendance à attirer Microsoft et Google vers plus de transversalité, mais qui cette année ont plus poussé l'aspect productivité de leur solution. Loomaps par exemple, qui développe son approche plateforme centrale en centralisant en plus des flux de communication les flux de collaboration. Si maintenant on s'intéresse plus spécifiquement au marché des digital workplace dont Bastien parlait il y a quelques instants, on va vous présenter une deuxième matrice qui est un peu différente. Elle va positionner cette fois les outils suivant leur richesse d'usage et leur qualité d'expérience. Alors cette année, on a un peu revu notre grille de lecture sur tous les cas d'usage qu'on étudie. On a repris ceux évidemment des années précédentes, mais on a ajouté deux composantes clés dont Bastien a plus ou moins parlé juste avant, qui sont la capacité des solutions à s'intégrer avec l'environnement de travail. Donc la capacité à apporter un SSO, à récupérer les notifications de plusieurs outils, etc. Deuxième composante, c'est la capacité à fournir à déployer un design de service propre à l'entreprise. Donc c'est comment aller connecter toute l'entreprise, même des frontline workers, comment aller se connecter au référentiel par exemple de l'entreprise, ou aussi, pourquoi pas pour certaines, développer des plateformes low-code et no-code. Donc si je vous montre un peu ce que ça donne cette année, il y a plusieurs choses qui peuvent apparaître. La première, c'est un groupe de surcouches à Microsoft 365 et à Google, donc qui est aujourd'hui leader sur le marché, que vous voyez en haut à droite. C'est vraiment les outils clés, on va dire, aujourd'hui sur le marché de la digital workplace, parce qu'ils ont réussi à se développer sur les deux axes que je viens de vous présenter, et donc à enrichir les suites Microsoft et Google. Par exemple, Powell qui pousse aujourd'hui un outil, une digital workplace complète, avec tous ses produits, Powell Intranet pour la communication, Powell Manager pour la gouvernance, et Powell Teams pour la productivité et les processus. On peut aussi noter Google Workplace, qui est cette année quand même la digital workplace avec l'expérience la plus poussée. Alors du coup sur un nombre d'usages plus restreint et centré essentiellement sur la boîte Gmail. Deuxième point qu'il est intéressant de noter, c'est en haut à gauche tous ces spécialistes qui finalement ne développent pas encore de digital workplace à proprement parler, mais proposent un travail autrement sur des cas d'usage très clairs. Alors on peut parler par exemple d'Asana, qui renforce cette année sa présence en France et qui développe des analyses plus intelligentes, on va dire, sur l'activité des équipes. On peut parler aussi de Notion, qui a permis de centraliser toute l'activité d'une équipe via des tâches, des wikis, des gestions de tâches, le tout dans un outil assez unifié. Et dernier groupe, on va dire, d'outils qu'il est intéressant de noter, ce sont tous les outils tout en un que vous voyez plus ou moins au centre de la matrice. Ces outils, en fait, ils se placent à la fois comme concurrents et comme complément de Microsoft 365. C'est par exemple le cas de GenSpot, qui avec son offre modulaire et qui a développé lui aussi des intégrations OnlyOffice, Jitsi, etc., d'une meilleure gestion de tâches.
ils vont soit se positionner en intégrant les briques Office 365, soit en proposant des outils similaires mais de manière unifiée dans leur plateforme. À noter aussi, ce sont Jalios et Exoplatform qui sont, on va dire, quasiment le cas typique du complément concurrent à Microsoft 365, puisque leur plateforme qui fait force, on va dire, sur le côté on-premise, permet de supporter tous les cas d'usage, mais aussi d'intégrer les briques Microsoft. Et ce groupement-là, il montre quand même que cette année, et pour l'année qui vient, le marché français est quand même encore prometteur et qu'il a encore des choses à nous montrer. Alors maintenant, je vais vous laisser avec Christophe qui va pouvoir vous présenter l'aspect management visuel de cette étude, tout nouveau pour cette année. Parfait. Merci Grégoire. Je ne serai pas tout seul. Cameron sera à mes côtés. Donc oui, effectivement, on va aborder le sujet du management visuel, puisque finalement, ces outils qui servent le management visuel dans les organisations viennent assez aisément compléter l'environnement numérique du collaborateur aujourd'hui. Donc il nous paraissait intéressant de faire un focus surtout à l'aune des évolutions du travail, ou du moins la vision que l'on peut avoir du travail de demain, notamment cette dimension hybride qu'Arnaud a déjà évoquée. Alors, avant de rentrer dans le détail des outils, on peut se poser la question de la définition du management visuel. C'est vrai que quand on pense management visuel, on a tout de suite en tête, on voit une image, plutôt une chaîne de production, dans l'industrie, où une équipe se réunit devant un tableau et avec des indicateurs clés qui l'aident dans la gestion de son efficacité, des indicateurs de qualité, des indicateurs de production, potentiellement des défauts, qui du coup permettent à l'équipe de se poser les bonnes questions et être dans cette démarche d'amélioration continue. On retrouve autour du management visuel finalement l'essence même du Lean, c'est-à-dire une vraie invitation à l'équipe, faite à l'équipe, de se poser les bonnes questions pour s'améliorer en vue de mieux servir son objectif et en particulier ses clients. Donc cette dimension-là du management visuel qu'on aime finalement, on aime utiliser l'analogie de la boussole parce que c'est vraiment ce qui guide l'équipe au quotidien. Et bien aujourd'hui, elle a du sens aussi dans les autres domaines. On sort donc de l'industrie pour le retrouver finalement dans les autres activités de l'entreprise, en particulier avec les outils numériques qui permettent justement d'accéder à ces bénéfices-là, mais dans une manière, dans une façon, je veux dire, plus simple et plus abordable pour l'ensemble des activités de l'entreprise. Donc, pour regarder plus en détail, il faut aussi se poser la question du monde vers lequel on va, en particulier ce sur quoi toutes les organisations travaillent aujourd'hui, puisque finalement 2020 nous a permis de comprendre que le lieu de travail n'était pas la seule garantie de sa bonne exécution. Donc finalement, la présence au bureau est de plus en plus questionnée par les collaborateurs. Donc il vient naturellement à l'esprit de construire finalement un nouveau référentiel, et ce référentiel, il est de plus en plus numérique. Donc au-delà des outils, il y a de forts enjeux à adresser. La question du lien et de la confiance. Maintenir ce lien est clé quand on est à distance, où que soient les équipes et quels que soient les sujets adressés par les équipes. Et aussi de maintenir la confiance de manière à ce que l'engagement de l'équipe soit au maximum. Alors, je ne vais pas faire le tour en fait, des conditions nécessaires à la réussite de cela, mais on a une conviction chez l'ECO, c'est que au-delà du débat sur le télétravail, puisque finalement le télétravail n'a pas à être une norme pour demain, mais c'est plus les conditions qui permettent au télétravail d'être efficace qui doivent être cette norme-là. Donc finalement, tout le dispositif à mettre en place de manière à aligner les équipes, à maintenir leur mobilisation, à donner du sens à leurs actions, à rendre visible leur travail, tout ce dispositif-là est fondamental pour la réussite de cette transformation en cours.
Donc le management visuel a clairement un rôle à jouer à ce niveau-là, puisque, on l'a vu tout à l'heure dans la définition portée par le Lean, elle répond à tout cela. Elle permet à mobiliser l'équipe autour d'un même enjeu, rendre visibles les points d'amélioration et maintenir ce niveau de collaboration optimal. Alors, ça nous amène à jouer finalement sur la sémantique du management visuel et plus aller vers la collaboration visuelle. Parce que ce qu'on voit avec les outils aujourd'hui, c'est que tous ces outils nous permettent d'aller un cran plus loin et de développer une collaboration à distance plus créative, plus inclusive, d'aller vers un alignement autour d'informations claires, partagées. En fait, c'est toute l'exploitation de ce langage visuel-là qui tire les bénéfices et qui amène à une nouvelle forme de collaboration. Donc, au final, bien évidemment, on va gagner en agilité, mais pas que. Donc, juste pour valider et rester très concret, finalement, vous avez tous expérimenté en 2020 du management visuel, parce que quand on a initié le premier confinement, on s'était tous retrouvés à adresser des difficultés de management, puisque passer de management plus traditionnel à un management d'une équipe en mode distribué, c'est loin d'être évident. On s'est retrouvé à démultiplier les réunions pour synchroniser les équipes. On s'est retrouvé à gérer la frustration finalement des ateliers de travail à distance. Et pour adresser tout ça, on s'est mis à tester, à expérimenter des pratiques, à utiliser de nouveaux outils, notamment, vous êtes tous retrouvés dans un atelier sous Zoom, Klaxoon, Mural ou autre, et vous avez finalement réinventé l'expérience de ces réunions à distance pour en tirer de nouveaux bénéfices. Même chose au niveau de la synchronisation d'une équipe, vous avez finalement testé pour les uns un Trello, pour d'autres un Microsoft Planner, et là aussi, vous avez touché du doigt ce que peut être demain votre nouvel environnement de travail. Et au final, pour aligner tout le monde, vous avez travaillé sur des indicateurs pour veiller à ce que tout le monde soit sur les bonnes priorités et que le focus soit gardé. Donc, j'ai envie de vous dire que finalement, cette transformation, elle est à votre portée, puisque vous avez déjà testé tout cela en 2020. Donc, il n'y a plus qu'à confirmer et à capitaliser là-dessus. Alors, on va regarder maintenant plus précisément la grille de lecture que l'on a sur le marché. Alors, je vais inviter Cameron à me rejoindre. Donc, c'est le fruit d'une première analyse. La question, finalement, qu'on se pose, là, on ne vise pas l'exhaustivité, mais c'est d'essayer de comprendre, finalement, les acteurs qui adressent aujourd'hui le management visuel. À toi, Cameron. Exactement. Merci beaucoup, Christophe, pour cette introduction. Comme le disait Christophe, nous sommes dans un monde où l'enjeu pour le management visuel est de développer la collaboration, l'interaction, l'innovation et la créativité, d'un côté, mais aussi donner de la visibilité sur l'information, sur un processus, sur un projet, etc. De l'autre côté, il y a le marché qui vient outiller cette collaboration et cette communication visuel. Mais pour mieux comprendre le positionnement de chaque outil ou les bénéfices qu'apporte chaque outil dans le marché pour ces processus visuels ou le partage d'informations visuelles, on a dû analyser le marché suivant deux axes différents. Le niveau de collaboration. Merci. Le niveau de collaboration qui se traduit par l'implication et l'interaction attendue de chaque membre d'une équipe. Et le deuxième critère, c'est le niveau de structuration ou la liberté donnée à chaque utilisateur pour à la fois configurer son espace de travail, mais aussi pour modéliser et concevoir son processus qui est propre à lui, propre à son équipe. Si on revient sur l'origine du management visuel, on part d'une communication très structurée pour donner de la visibilité sur les indicateurs clés et prédéfinis par une équipe de pilotage ou par une équipe de projet.
pour visualiser les données provenant des outils métiers ou peut-être les capteurs installés sur une chaîne de production, par exemple. Si on diminue un petit peu ce côté de communication et on ajoute l'implication de tous les collaborateurs d'une équipe, on arrive sur les espaces partagés entre l'équipe dans lesquels il y a tous les utilisateurs, tous les collaborateurs qui rend visible son activité, ses échanges avec ses collègues, l'avancement de projets, etc., etc. On revient sur la communication, mais cette fois-ci avec une communication plus libre. Les réunions quotidiennes qu'on fait tous les jours, les formations qu'on fait, ce sont les exemples de cette collaboration libre. Un présentateur, un animateur de réunion crée et présente un support de présentation. Il demande aux participants à réagir à travers des commentaires, des questions-réponses à la fin de chaque réunion et son boulot est terminé. On ajoute l'implication de tout le monde dans une réunion. On arrive dans des espaces, dans des tableaux blancs collaboratifs où on agrège tous les documents, les supports de présentation, les différents templates pour animer une réunion collaborative avec la visio, commentaires, tout un tas de fonctionnalités pour transformer l'usage de réunion. Si on suit la même trajectoire pour positionner les outils dans le marché, on a les wallboards de PingView qui remplacent complètement les tableaux de bord classiques dans les sites industriels, qui donnent la visibilité sur l'information et les informations et les processus dédiés. On a de l'autre côté un outil comme Tukantoku qui propose un espace très collaboratif, un espace partagé pour l'équipe où chacun peut venir créer son rapport et donner de la visibilité sur une information ou un processus, partager avec ses collègues et raconter son histoire. Dans la zone des outils management visuel, on a Airtable et Monday qui sont par défaut les outils de gestion projet, mais avec une approche plutôt base de données. C'est-à-dire, Airtable et Monday, ils voient les projets comme une liste des activités à traiter, en donnant la possibilité aux utilisateurs d'ajouter des métadonnées pour après venir les prioriser, les catégoriser ou en faire des vues différentes en fonction de leurs besoins. Par contre, Kantri et Trello, ce sont des outils plus visuels avec des cartes qu'on connaît tous, avec un aspect plus collaboratif, les échanges, les documents partagés, tout l'aspect collaboratif dans des cartes. Avec une autre approche Jira qui joue la carte d'articulation avec les outils métiers, plutôt IT, parce que Jira s'adresse aux équipes techniques et IT pour produire les produits informatiques. Si on revient sur nos réunions du quotidien, on utilise tous PowerPoint, un support de PowerPoint. On le crée, on le présente à une audience et on les demande à interagir avec les questions-réponses, comme je disais, à la fin d'une présentation. Pour aller plus loin, pour augmenter l'engagement des utilisateurs, des participants d'une réunion, on peut utiliser les outils comme Wisely ou Bicast qui proposent beaucoup plus d'activités avec les sondages, les quiz, les questions-réponses pour bien évidemment augmenter cet engagement. Un peu plus loin vers la collaboration, on a Miro et Mural qui proposent des espaces partagés entre l'équipe et très hautement configurables et libre service avec les documents, les activités de chacun, les différents templates pour modéliser une réunion de brainstorming ou tout un tas de templates. On a Yellow qui propose un tableau blanc simple mais compatible avec les grands écrans tactiles pour pouvoir animer et améliorer l'expérience des réunions en présentiel plutôt. Klaxoon étant positionné sur l'animation des réunions historiquement, aujourd'hui élargit son positionnement et va vers le positionnement d'Iobeya qui propose un ensemble des outils et des fonctionnalités pour à la fois gérer les projets en mode agile avec les tableaux Kanban, mais aussi avec les salles
virtuel animer les moments collaboratifs, les réunions collaboratives et les ateliers interactifs au sein des équipes. Voilà une vision globale de ce qui se passe dans le marché. Je laisse Christophe conclure cette partie management visuel. Oui, je voulais juste rajouter un mot, parce que c'est vrai que la grille de lecture que tu nous as donnée est très claire et j'imagine vous aide à mieux comprendre le positionnement de ces différents acteurs. Ce que j'ai retenu des sessions de travail que j'ai pu avoir avec Cameron et Grégoire, en fait, c'est que finalement, on est parti pour beaucoup de ces acteurs au début sur un positionnement plutôt de niche et ils développent un socle fonctionnel qui les rend de plus en plus généralistes. Deuxième point, il y a vraiment un enjeu d'intégration aujourd'hui qui est clair pour eux, c'est de se connecter finalement à l'environnement de travail du collaborateur d'un côté et puis aussi se connecter aux données de l'entreprise pour développer vraiment de nouvelles dimensions autour du management visuel. Et le troisième axe, eh bien, c'est la collaboration qui est clé. Et on voit des acteurs comme Miro, Mural, vraiment investir le champ de la collaboration. Donc là aussi, on rejoint finalement toute la présentation qu'a pu faire Bastien tout à l'heure autour de la Digital Workplace. Et les outils de management visuel deviennent un composant essentiel de cet environnement numérique de travail. Arnaud, je te laisse la parole pour conclure cette première séquence. Merci Christophe. Eh ben oui, effectivement, ça fait 1 heure qu'on vous présente les éléments marquants de l'étude. Alors, on a dû les sélectionner. L'étude complète sera disponible à 14 heures. On s'est fixé l'objectif de vous la mettre en ligne à 14 heures sur le site référentiel.leco.fr, le même que celui sur lequel vous êtes allé pour vous inscrire. C'est une étude qui fait encore, comme chaque année, plus de 200 pages. Bonne lecture. Et puis, n'hésitez pas à nous faire part de vos retours. Pour ceux qui le souhaitent, nous allons proposer de faire des ateliers thématiques sur différents points, les différents focus finalement qu'on a déjà fait, mais d'autres également ces prochaines semaines. Donc par exemple le management visuel, ou alors la digital workplace, ou alors la question de la culturation, convaincre son sponsor. On va vous proposer différents thèmes et on est à l'écoute aussi des vôtres pour venir vous présenter en petits groupes de manière à ce que ce soit plus interactif les résultats de l'étude et puis discuter entre pairs sur ces sujets-là. Donc restez connectés sur le site sur le compte L'Écho sur LinkedIn. Nous vous en parlons dans quelques jours.